Plusieurs espèces de singes ont un goût prononcé pour le thé, le café et les liqueurs spiritueuses. Ils fument aussi le tabac avec plaisir, ainsi que je l'ai moi-même observé. Le scientifique Brehm assure que les habitants des parties nord-ouest de l'Afrique attrapent les singes mandrilles en exposant à leur portée des vases contenant de la bière forte avec laquelle ils s'enivrent. Il a observé quelques-uns de ces animaux en captivité dans le même état d'ivresse et fait un récit très divertissant de leur conduite et de leurs bizarres grimaces. Le matin suivant, ils étaient sombres et de mauvaise humeur, se tenant la tête à deux mains et avaient une piteuse mine. Ils se détournaient avec dégoût lorsqu'on leur offrait de la bière ou du vin, mais paraissaient être très friands du jus de citron. Un singe américain, après s'être enivré d'eau de vie, ne voulut plus jamais en boire, se montrant en cela plus sage que bien des hommes. Ces faits prouvent combien les nerfs du goût sont semblables chez l'homme et chez les singes, et combien leur système nerveux entier est similairement affecté. Voici ce que Charles Darwin a écrit et démontré il y a maintenant plus de 140 ans dans son livre « La descendance de l'homme ». Depuis plus de 140 ans, il est scientifiquement démontré que l'humain est un animal, mais la majorité des humains refusent toujours de le croire. Plus loin dans son livre, Charles Darwin explique aussi que les os, les muscles, les nerfs et même les vaisseaux sanguins de la plupart des espèces de singes sont analogues aux nôtres, analogues à ceux des humains. Par conséquent, les singes peuvent souffrir de certaines des mêmes maladies que les humains, telles que les maladies cérébrovasculaires, la lèpre, le tuberculose ou même le sida. Et de toutes les espèces de singes, ce sont celles qu'on appelle les grands singes, qui sont les plus semblables à l'humain. Et par grands singes, on entend les chimpanzés communs, les bonobos, les gorilles et les orang-outans. En fait, et ça c'est intéressant, dans son livre « Le troisième chimpanzé », Dr. Jared Diamond, qui est un des scientifiques les plus réputés au monde, défend la thèse selon laquelle l'humain est génétiquement tellement proche du chimpanzé qu'il devrait être considéré comme étant une troisième espèce de chimpanzé. Il y aurait donc, pour professeur Diamond, les chimpanzés nains, aussi connus sous le nom de bonobos, les chimpanzés communs et les chimpanzés humains. Bref, selon le professeur Diamond, nous sommes des chimpanzés. Effectivement, les chimpanzés communs et les bonobos partagent jusqu'à 98,4 % de notre ADN. En d'autres mots, il y a plus de similarités entre le code génétique de l'humain et celui du chimpanzé qu'il y en a entre le code génétique du gorille et celui du chimpanzé. Et la similarité de nos génotypes se manifeste, entre autres, par la similarité de nos organes internes. En fait, les organes internes des chimpanzés, mais aussi ceux des bonobos et des gorilles, s'apparentent très étroitement aux nôtres. Par exemple, il est difficile de distinguer le cerveau d'un chimpanzé de celui d'un enfant humain. Le fait qu'on partage autant de matériel génétique et d'organes internes avec les grands singes est très important parce que ça explique pourquoi les grands singes ont une vie cognitive et émotionnelle similaire à la nôtre. Comme nous, les grands singes ont une vie psychologique et cognitive complexe. Comme nous, ils peuvent ressentir subjectivement différentes expériences. Comme nous, ils peuvent ressentir de la douleur et de la joie, ainsi qu'une très grande gamme d'émotions. Et comme nous, ils ont la capacité de mémoriser beaucoup d'informations, de raisonner et même de faire preuve d'altruisme. L'œuvre de Charles Darwin ne se limite pas à démontrer les similarités entre l'humain et les grands singes. Darwin a aussi démontré les similarités entre l'humain et plusieurs autres espèces animales. En fait, tous les anatomistes savent aujourd'hui que toutes les espèces animales partagent certains traits, organes, nerfs ou même tissus avec les humains. Et tous les éthologues, qui sont les experts en comportement animal, savent aujourd'hui que tous les animaux partagent certains intérêts fondamentaux avec les humains. Tout comme nous, tous les animaux manifestent un intérêt à vivre. Tout comme nous, tous les animaux ont intérêt à ne pas souffrir. Qu'on se le dise et redise, d'un point de vue biologique et éthologique, l'humain fait partie et relève du règne animal.
On devrait vraiment donc parler d'animaux humains et d'animaux non humains. Plus de 130 ans après les écrits de Charles Darwin, eh bien, la science de la génétique a démontré que la séquence d'ADN de l'humain s'apparente à celle des autres espèces animales aussi. Nous partageons la plupart de notre échafaudage génétique avec les autres espèces animales, dont les cochons, oui, dont les vaches, oui, et même dont les poules. Cet échafaudage génétique est visible dans l'embryon des animaux. Cette image, d'ailleurs, est celle de l'embryon de plusieurs espèces animales. On y voit l'embryon d'un humain, d'une chauve-souris, d'un opossum, d'un chat et d'un poulet. Pouvez-vous vraiment identifier celui qui est l'embryon humain? Tel que nous l'avait enseigné le bon vieux Charles Darwin, il y a maintenant plus de 140 ans, et je cite, « L'homme se développe d'un ovule qui ne diffère en aucun point de celui des autres animaux à une période précoce. C'est à peine si l'on peut distinguer cet embryon lui-même de celui d'autres membres du règne des vertébrés. » Et oui, durant ses premiers stades de développement, l'embryon de l'humain s'apparente étroitement à celui des autres animaux, même à celui d'un poulet.